Tout de suite, le JT. Merci de nous suivre sur la chaîne citoyenne, mesdames et messieurs. Bon dimanche et bienvenue à cette édition de l'actualité. L'Institut privé Amoul de Farcha a organisé une cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 16e promotion. C'était hier au ministère des Affaires étrangères, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'administration académique, le secrétaire général Mohamed Ahmad Hamid, représentant le ministre de la Santé. Mbaye Nicolas a pris part à cette cérémonie. Ils sont au total 247 lauréats de la 16e promotion de l'Institut privé Amoul de Farcha à recevoir leur parchemin des mains du secrétaire général du ministère de la Santé. Ce précieux sésame est obtenu après 3 ans de dur labeur à l'IPAF. Parents, amis, enfants et connaissances étaient présents à cette cérémonie. Pour le président du comité d'organisation, cette cérémonie revêt un caractère de grande fierté. C'est un honneur de célébrer la réussite de nos lauréats, devait-il ajouter. Il laisse entendre aussi que ce moment marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de persévérance et de dépassement de soi. Dans son allocution, le directeur général adjoint de l'IPAF remercie les autorités éducatives et les parents pour leur soutien multiforme sans lequel la sortie des lauréats de cette 16e promotion ne sera pas effective. Votre présence aujourd'hui, malgré vos multiples occupations ainsi que celles de vos collègues du gouvernement, témoigne de l'importance que vous avez accordée à l'éducation et la formation professionnelle pour la jeunesse tchadienne. Les lauréats remercient Dieu pour la réussite de 3 ans et leur support de détermination. Il est l'estimant de notre détermination, de notre résilience, il est le fruit de nos sacrifices, de notre engagement, mais je suis décidé et indéfectible de ceux qui ont pris amour. Je voudrais, au nom des étudiants de l'Institut privé Amoul de Farcha, exprimer ma profonde gratitude à notre Institut IPAF. Le représentant du ministre de la Santé, le secrétaire général Mohamed Ahmad Hamid, souligne que cet événement marque l'aboutissement d'un parcours exigeant, pétri et des fois inlassable, gage de ce résultat. Vous êtes les piliers de notre système de santé et de gestion aujourd'hui et demain. Je remercie particulièrement le président fondateur qui est ici présent de cet effort immense pour ses efforts consentis à la formation de la jeunesse tchadienne. Chers lauréats, soyez fiers de ce que vous avez accompli, mais n'oubliez pas que le diplôme n'est pas une fin en soi. C'est un levier, une responsabilité, un appel à l'action. Où que vous soyez appelés à servir dans les hôpitaux, les structures sanitaires. Le représentant du ministre salue l'excellence académique, mais aussi l'engagement, la curiosité et la passion dont les étudiants ont fait preuve. Il adresse ses chaleureuses félicitations aux lauréats. Cette cérémonie ne marque pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Que ce diplôme ne soit pas seulement une reconnaissance académique, mais un tremplin vers les ambitions, un encouragement à poursuivre l'excellence et un rappel que le savoir est une richesse que l'on cultive tout au long de sa vie. À cette occasion, l'IPAF a offert un prix d'excellence aux 10 meilleurs étudiants de la 16e promotion. Chaque diplôme remis aujourd'hui est le reflet d'un parcours unique, jalonné de défis, de réussite et de croissance personnelle. À l'issue donc de cette remise des diplômes aux lauréats de la 16e promotion, quelques lauréats livrent leur impression au micro de Chanel Alao. C'est une immense joie. Autant d'années, nous avons travaillé, nous avons pu finir avec les études. Et nous recevons notre diplôme aujourd'hui. Au niveau de notre institution, nous avons beaucoup appris la gestion des pays, la comptabilité générale. On a pu échanger avec nos autorités. Après plusieurs années, au moins 3 ans, que je suis dans cette école et aujourd'hui, recevoir mon diplôme, ce n'est pas seulement de la joie pour moi seul, mais aussi pour toute la famille qui m'a soutenu jusqu'ici. C'était tellement un bon parcours pour moi. Je suis vraiment heureux d'avoir mon diplôme en licence professionnelle et je pensais aussi à mes cadets
de bien d'étudier et de refuser d'obtenir leur diplôme dans la joie et dans la paix. Politique à présent, le Tchad est confronté à des défis majeurs dans le domaine numérique, notamment la cybercriminalité et les discours de haine sur les réseaux sociaux, à la question de savoir quelles sont les lois en vigueur et quelles mesures pour réguler ces abus. La justice est-elle silencieuse? Le député François Ndiékombé, délégué à la communication, nous répond au micro de Joséphine Nabi. C'est important d'aborder ce sujet-là. Donc il y a une panoplie de lois sur la cybercriminalité et la cybersécurité au Tchad. La loi numéro 9 du 10 février portant donc portant sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Ça c'est très très important. Donc ça c'est en date du 10 février 2015. Mais en 2022, vous avez aussi l'ordonnance numéro 008 et l'ordonnance numéro 009 du 31 août 2022 qui assure la protection des citoyens, qui protège les données personnelles. La loi, les choses évoluent très vite. Donc il faut aussi adapter les lois par rapport à cela. Entre les personnalités elles-mêmes, c'est pas le grand amour entre tout le monde. Donc il y a des gens qui sont incapables à visage découvert de vous dire la vérité, de vous attaquer, de faire ceci, cela. Donc, pour répondre à votre question, on pourrait bien croire qu'il y a quand même certaines personnes qui sont derrière des groupes, etc., des lobbies, des influenceurs, etc., dans le domaine, en fait, allant simplement dans le sens de nuire à telle ou telle personne, nuire à la réputation de telle ou telle personne, par des fake news, par des messages de haine, par des messages de division, etc. Je ne crois pas que la justice soit silencieuse. Si vous êtes insulté, vous êtes injurié sur les réseaux sociaux, etc., vous avez votre plein droit de porter plainte. Vous avez le droit d'agir et la justice va se saisir du problème. Donc il y a des gens qui font des captures d'écran, ils impriment, ils joignent à la plainte et puis la police va vous chercher. La gendarmerie va vous chercher. Quelle que soit la situation, tout est encadré et la justice est là. La justice protège également les citoyens. Donc celui qui se plaint, je crois que le juge ne dira pas non, il n'y a pas de loi qui encadre. Il y a des lois qui encadrent très bien. Mais moi, en ce qui me concerne, si j'ai un avis à donner, c'est vrai que ces lois-là existent, mais elles ne sont pas vulgarisées. Donc, je pense qu'il y a un domaine, en fait, il y a un travail à faire dans le domaine de la vulgarisation des lois. Parce qu'une loi, elle est adoptée, elle est promulguée, etc. Maintenant, il faut un mécanisme de vulgarisation pour que les citoyens sachent que dans tel domaine, si je fais ça, je peux être frappé par la loi. Si je fais ça, je peux être frappé ou bien tout ce que je suis en train de faire, je suis encadré par la loi. La suite de l'actualité, ils sont debout dès l'aube sous le soleil ardent, dont la poussière souvent au cœur du tumulte urbain. Leur mission, réguler, orienter et apaiser la circulation dans la capitale. Un reportage au cœur de l'action entre rigueur policière et sens du devoir civique. Fulbert Oumanang. Aux premiers heures du jour, les grands appels de N'Djamena s'animent. Sur les ronds-points, comme sur bien d'autres axes stratégiques, un valet silencieux mais rigoureux s'organise. Ces valets, ce sont les agents de groupement d'intervention routière, les veilleurs de la fluidité urbaine. Le regard déterminé, la posture droite, chaque signal est un langage. Ici, pas de place à l'improvisation. Leur présence incarne l'autorité, mais aussi la vigilance rassurante. Dans ces différents ronds-points de la cité capitale, les forces de sécurité routière s'imposent avec une constance remarquable. Le flot de motocyclistes, des véhicules et des piétons s'entrecroisent sans chaos, grâce à une orchestration quasi-militaire. Dans ces différents artères, l'intensité ne faiblit pas. Malgré l'indiscipline de certains conducteurs, l'engagement est constant avec une autorité. C'est lié à la fluidité du trafic routier, ça c'est le premier point, contribuer à la délivrance du permis de conduire. En troisième position, contrôler les pièces afférentes à la mise en circulation des engins. En quatrième position, d'assurer le service d'ordre. En cinquième position, de contribuer à la vulgarisation du code de la route. Et en sixième position,
d'établir les croquis d'accident de la voie publique. Septième position, nous avons aussi de tenir à jour les données des accidents de la voie publique. Et la suite, de collaborer avec les autres services compétents en charge de la sécurité publique. Dans une ville en expansion constante comme N'Djamena et où la pression démographique se traduit par une mobilité toujours plus dense, la mission de ces agents devient capitale. Leur présence quotidienne n'est pas seulement une question d'ordre, c'est aussi un vecteur de cohabitation harmonieuse. J'ai toujours lancé un appel solennel à l'endroit de tous les agents de la voie publique de passer par l'auto-école pour apprendre le code de la route. S'ils passent par là, ils n'auront pas de difficultés qui font recours toujours aux services concernés. Des ronds-points au carrefour, ces hommes et femmes incarnent une vigilance déviante, à condition que chaque citoyen les accompagne dans ses efforts, car la sécurité sur nos routes est avant tout une responsabilité partagée. En société toujours à N'Djamena, la fabrication artisanale des briques prend de l'ampleur dans plusieurs quartiers. Si cette activité paraît comme une solution à la précarité d'emploi, elle n'est-elle pas engendrer des risques liés à la santé? La réponse dans ce reportage que nous propose la rédaction. Dans les quartiers périphériques de la capitale tchadienne, la fabrication des briques est devenue une activité quotidienne pour bon nombre de jeunes. Munis de courage et de détermination, ces diplômés sans emploi s'y adonnent pour échapper au chômage, subvenir à leurs besoins, financer leurs études ou soutenir leur famille. Si l'initiative est louable d'un point de vue social, elle comporte néanmoins d'importants inconvénients. En creusant pour avoir la terre et faire les briques, ça dénature déjà le paysage. Parce que le sol subit déjà des modifications. Donc le sol est durablement touché d'abord par ces travaux. Ça laisse des grands trous et en période de pluviométrie, les eaux remplissent et parfois les enfants disent qu'ils vont aller s'amuser et il y en a qui se font noyer. Donc le fait de creuser, prendre la terre, modifie le paysage, crée aussi une pollution au niveau du sol et a aussi d'autres effets négatifs sur l'environnement et qui peut aussi avoir des impacts sur la vie humaine. La cuisson des briques repose sur l'utilisation massive de bois, ce qui accélère la déforestation autour de la capitale. À cela s'ajoute la fumée dégagée dense et nocive qui compromet la qualité de l'air et menace la santé des fabricants comme des habitants. Les cas de maladies respiratoires, oculaires et dermatologiques ne cessent d'augmenter dans les zones concernées. Alors, quand on inhale des fumées, vous allez développer une pneumonie. Ça veut dire que vous allez développer une pathologie respiratoire. Il y a des catégories de personnes. Il y a des gens qui n'ont aucun problème respiratoire au préalable. Quand c'est ça, ça peut prendre un peu de temps pour se développer. Mais si quelqu'un a déjà un problème respiratoire et qu'on l'expose à ces fumées, ça peut lui déclencher la crise. Par exemple, un asthmatique, en contact avec de la fumée, de la poussière, il peut déclencher la crise. Face à ces dérives, il devient impératif de repenser des méthodes de production, comme la promotion des briques par pain et d'autres techniques. En principe, ça doit se faire très 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 loin de la ville. Même s'ils allument, s'il y a fumée, peut-être que le temps que cette fumée là, arrive jusqu'en ville, je crois qu'elle est quand même un peu dissipée. La fabrication des briques constitue une activité à fort potentiel économique pour la jeunesse urbaine. Toutefois, elle ne saurait se développer durablement au détriment de la santé publique et de l'environnement. L'heure est venue de concilier développement urbain et responsabilité écologique pour un avenir plus sain et plus sûr pour tous. C'était le reportage de Frida Kemtem. Toujours à N'Djamena, l'occupation anarchique des abords de la route par les commerçants, le stationnement des gros porteurs et le non-respect de la code de la route représentent des risques liés aux accidents de circulation. Ce sujet a inspiré Raïssa Élysée. Voici son reportage avec le récit d'Evelyne Moliang. En cette période de saison pluvieuse, la libre circulation des engins à 2 ou 4 roues devient un casse-tête pour les usagers ainsi que les piétons. Cela est dû au stationnement des véhicules communément appelés gros porteurs et à l'occupation de certains vendeurs aux abords de la route. Les collisions peuvent impliquer des véhicules entre eux, des commerçants et des piétons ou des motocyclistes. Les vendeurs en plein milieu de la route et les véhicules garés causent également des embouteillages et empêchent la libre circulation des usagers.
Certains chauffeurs en pleine circulation manipulent leur téléphone au volant, ne respectent pas les limitations de vitesse et adaptent de manière inappropriée leur vitesse aux conditions de la route, ce qui contribue à des accidents fréquents. Quelques conducteurs rencontrés pointent du doigt l'incapacité du gouvernement à leur trouver un endroit adéquat pour s'installer. Tout le monde débrouille et pour la circulation, on voit tout le monde cherche. Quelqu'un ne peut pas s'écarter quelque part pour ne pas avoir des clients, c'est pas bien. Tout le monde est au bord de la route. Si l'État veut, il n'a qu'à construire des parcs, des stations comme ça, les cadres doivent s'organiser et puis aller un à un, à ne pas empêcher la circulation. Dans les cas contraires, nous sommes obligés comme ça à rester au bord de la route et chercher des clients. Ils sont carrément au bord de la route, ça ce n'est pas bien. Si en cas quelqu'un rate volant, il va les ramasser. Donc ça devient une catastrophe. Mairie veut pas gâcher la décision. Mairie va gâcher la décision, on va le gaboulou. Parce que quand j'ai la décision, on va le gaboulou. La qui aussi la comment on gabile écoute, ici les pommes gabile écoute à la foutu. Maïmchou. Dans la mairie veut gâcher la décision, il gabile mora, il écarté, il y a une place à dire, il y a la circulation libre. D'ici Golamboul dans l'océan, mais le Gouda qui se connaît Gogoleva Godo. Le Légignada, j'ai préféré garder d'ici donc donc, elle va dire quel tout donc accident là automénial parce que circulation là dans doucement là accident automénial pour carrer solution là délibéré goudron là. Il est crucial de noter que le gouvernement doit faire preuve de pédagogie envers les citoyens afin de leur permettre de respecter le code de la route et de minimiser ces dangers. Et pour finir en santé, lancement de la campagne de distribution gratuite de Nectisane et Albendazole au public cible à Bébidia, chef-lieu du département de la NIA par le ministère de la Santé publique à travers le programme national de l'élimination de l'orcorcérose et la filariose lymphatique au Tchad de Fierté Ouattara. Le lancement officiel de la campagne de distribution gratuite des Nectisane et d'Albendazole au public cible. Le délégué provincial de la santé publique au Logone oriental, Dr Ali Soumaïn Bagar, en expliquant la dangerosité de ces pathologies, appelle tous les habitants des zones ciblées à accueillir les agents distributeurs et à se faire dépister. Nous réussirons cette campagne et si chacun de nous joue son rôle. Les autorités pour créer les conditions favorables, les chefs traditionnels pour sensibiliser et mobiliser, les agents de santé pour assurer une distribution efficace et respectueuse des normes et la population elle-même pour accepter et participer activement. Je lance donc un appel fort à tous les habitants des zones ciblées à se faire dépister, se faire traiter, encourager leurs voisins à faire de même. Le succès de cette campagne est une étape décisive vers l'élimination de ces deux fléaux dans notre province. Pour le coordonnateur national du programme d'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique, Dr Hamid Chidid, c'est une étape importante d'un engagement commun vers l'éradication des maladies tropicales négligées, d'où l'objectif de cette campagne. C'est un moment crucial dans notre engagement commun vers l'éradication des maladies tropicales négligées et l'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique, en particulier selon les objectifs fixés par l'Organisation mondiale de la santé, dédiés au moins 1 million issus de l'État. Ces maladies qui touchent principalement les populations les plus vulnérables de notre pays, comme vous le savez, l'onchocercose et la filariose lymphatique ne sont pas seulement des questions de santé, mais aussi des obstacles majeurs au développement social et économique. Ces maladies entraînent des stigmatisations, une diminution de la productivité et affectent le bien-être général de nos communautés. Partenaires et autorités à divers niveaux ont tour à tour témoigné de leur engagement à accompagner et faciliter le bon déroulement de cette campagne. L'administration de Nectisane et d'Albendazole à quelques cibles ont mis un terme à la cérémonie officielle et marque l'étape pratique de cette campagne. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie du reste de nos programmes.